Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Il est 23 h. Tout de suite, les titres de ce journal. À Tokyo, au Japon, le nouvel empereur Naruhito a été intronisé ce mardi. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris part à la cérémonie publique de l'intronisation. C'est un événement inédit que nous vous rapportons ce soir. Et en Côte d'Ivoire, le plan d'action de sauvetage de Grand Bassam élaboré ce mardi au cours d'une réunion technique dirigée par le vice-président Daniel Kablo-Duncan. Les autorités très réactives à la détresse des populations ont déjà envoyé des engins dans la ville historique pour le pompage des eaux des sites inondés. Et la Côte d'Ivoire reçoit encore des félicitations pour la croissance économique du pays. Un satisfecit exprimé cette fois par le président de la BAD au Premier ministre. C'était en marge des assemblées annuelles du FMI, Banque mondiale, tenues récemment à New York. Bienvenue dans ce 23 h. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce mardi à Sochi, aux environs de 22 h. Il participera au premier sommet Russie-Afrique. La rencontre se tiendra du 23 au 26 octobre prochain. Un sommet sur le renforcement de la coopération entre les deux parties qui sera consacré à la paix, à la sécurité et au développement. Le chef de l'État s'est dit heureux d'être en Russie pour prendre part à cette importante rencontre, suivant sa première impression à son arrivée sur le sol russe. C'est un grand événement pour, bien sûr, le continent africain, d'avoir cette rencontre avec la Fédération de Russie et le premier sommet Russie-Afrique. Et nous avons beaucoup de choses à échanger. Et moi, je suis heureux d'être là. Je suis le premier chef d'État de Côte d'Ivoire à effectuer une visite en Russie. Cela montre la dynamique de notre diplomatie et notre volonté de diversifier nos relations et de faire en sorte que tous les pays membres du Conseil de sécurité, les pays membres permanents du Conseil doivent avoir l'attention de la Côte d'Ivoire, puisque nous-mêmes, nous sommes au Conseil de sécurité. Donc, je suis très heureux d'être là. Voilà qui est dit. Avant de se rendre en Russie, le président de la République, Alassane Ouattara, prenait part ce mardi matin à la cérémonie publique d'intronisation du nouvel empereur du Japon, l'empereur Naruhito. 2000 invités, dont des chefs d'État, des dignitaires et de 180 pays, ont pris part à cet événement inédit. C'est une somptueuse cérémonie au palais impérial de Tokyo qui nous est rapportée par Abiba Dambélé-Saoué et Awa Touré. Longue vie à l'empereur du Japon Naruhito qui s'est installé officiellement sur son trône ce mardi 22 octobre en présence de 2000 invités dont plusieurs chefs d'État et dignitaires de 180 pays au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara. Naruhito, 59 ans, est devenu le 126e souverain du Japon le 1er mai, après l'abdication de son père Akihito pour raison de santé. Je promets de remplir mes obligations aux côtés de la population en tant que symbole de la nation et de l'unité du peuple du Japon. Je promets ici que je prierai toujours pour le bonheur du peuple japonais et la paix mondiale. Plusieurs coups de canon ont été tirés à l'extérieur avant que les rideaux ne soient refermés devant l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako, mettant ainsi fin à cette cérémonie d'intronisation. Un banquet impérial de 400 couverts offert en soirée aux représentants du gouvernement japonais et dignitaires étrangers. Et dans l'actualité en Côte d'Ivoire, le deuxième homme fort du pays, le vice-président, passe à la phase active des promesses faites aux sinistrés de Grand Bassam. Il a présidé ce mardi une réunion technique de sauvetage de la ville historique en proie aux inondations depuis les récentes fortes pluies. Une réunion centrée sur la mise en œuvre des mesures d'urgence décidées par le chef de l'État pour sauver la ville de Grand Bassam. Et notons qu'une première mesure est en cours d'exécution. Il s'agit du pompage des eaux des sites inondés. Le compte-rendu de cette réunion par Viviane Aïma. Les mesures d'urgence décidées par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour sauver la ville de Grand Bassam des inondations causées par les récents orages sont en pleine exécution.
Le pompage des eaux de l'ensemble des sites inondés de la ville a démarré depuis lundi. L'opération se fait grâce à des pompes d'une capacité de pompage de 1000 à 2000 litres d'eau à la minute. Mis à part cette première mesure, le gouvernement prévoit aussi, dans l'urgence, l'ouverture de tranchées avec la pose de buses à l'endroit où est prévue la réalisation dans les mois à venir des travaux d'ouverture de l'embouchure. Cette mesure d'urgence va permettre dans un premier temps l'écoulement des eaux en cas de pluie. C'est pour expliquer ces décisions du gouvernement que le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, par ailleurs député de Grand-Bassam, a présidé lundi à Grand-Bassam une réunion technique de mise en œuvre de ces mesures d'urgence en présence de tous les ministères techniques concernés, des structures d'exécution, des notabilités coutumières de Grand-Bassam et des cadres de la région du Sud Comoé. Pour la réalisation des travaux de tranchées et de pose de buses, le vice-président de la République a instruit les différents acteurs aux fins de mener rapidement les études techniques nécessaires dans un délai d'1 semaine. Et puis une délégation de l'UNESCO s'est rendue à Grand-Bassam hier, lundi 21 octobre, pour constater les dégâts causés par la crue et les inondations dans cette ville historique classée patrimoine de l'UNESCO. L'organisation a exprimé sa solidarité envers les populations et entend à court terme dégager un fonds d'urgence pour évaluer les dégâts du tissu patrimonial. Et toujours sur Grand-Bassam, les sinistrés des dernières pluies diluviennes ont reçu des vivres et non-vivres de la part du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce sont des dons d'une valeur de 72 millions de francs CFA qui ont été remis à ces personnes par les ministres Kobenan Kwasi Adjumani, Sidi Diakité et Li Ramata Bakayoko. Nous vous proposerons le compte-rendu de notre reporter Grace Kondo dans nos prochaines éditions. Passons à tout autre sujet. En marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, le président de la BAD, Akibunmi Adesina, a rencontré le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La croissance économique de la Côte d'Ivoire et l'appui du président Alassane Ouattara à l'institution financière africaine sont entre autres les points à retenir de leurs échanges. Adama Koné. Chaleureuse retrouvaille entre le président de la Banque africaine de développement BAD et le Premier ministre à Washington. Les assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods sont aussi l'occasion de rencontres bilatérales avec le même objectif, mobiliser les bailleurs de fonds autour du développement de la Côte d'Ivoire. Message perçu par la BAD. Je lui avais remercié pour tous les efforts sur la croissance de l'économie, aussi avec le président Ouattara, tous les efforts qu'ils font. Je pense que ça, c'est vraiment très, très important. Pour lui aussi remercier et aussi pour le président de la République concernant le soutien fort concernant l'augmentation de la capitale de la banque. Parce que M. le Président Alassane Ouattara a donné une impulsion très forte derrière cette initiative pour l'augmentation de capital de la banque. Nous avons eu les bonnes discussions et il y aura une discussion au siège de la banque à 31 octobre qui sera aussi présidée par le président chef de l'État, le président Ouattara. Donc, nous avons aussi discuté concernant notre partenariat sur l'économie, sur la création de l'emploi, sur l'infrastructure, sur l'intégration régionale, aussi pour la stabilisation macroéconomique du pays. Bon, d'ailleurs, je dois se féliciter sur le Premier ministre parce que le pays, la Côte d'Ivoire, on vient de faire, c'est sorti de ce qu'on appelle le guichet d'un pays fragile, est devenu maintenant un pays avec une croissance le plus large fort dans le monde au niveau du guichet BAD. On est très fiers de la Côte d'Ivoire. Au terme de cette rencontre du Watergate Hotel, on peut affirmer que la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement sont déterminés à parcourir le chemin du développement, la main dans la main. Voilà des performances économiques qui rendent fiers et qui encouragent aussi le financement de projets de développement par les institutions financières internationales. Et dans ce cadre, l'UEMOA et la Banque mondiale apportent un financement de 82 milliards de francs CFA pour la réalisation du projet régional IDEA. C'est un projet d'appui, conseil au programme de logements sociaux et économiques dans les pays de l'UEMOA. C'est un projet qui a été lancé hier dans le but d'accélérer le financement des logements sociaux dans l'espace communautaire, suivant ces explications de Cheikh Koné.
Sur les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'honneur revient au Sénégal et à la Côte d'Ivoire de démarrer ce projet régional. Le programme d'appui conseil vise à remédier à la pénurie de logements en élargissant l'accès au financement à long terme pour les ménages à revenus modestes dans l'espace communautaire. La suite de cet appui conseil, de proposer de mettre en place par exemple un fonds de garantie. Le fonds de garantie va aider tous nos concitoyens, tous nos compatriotes qui sont dans les quartiers précaires par exemple, à pouvoir prendre un crédit parce que ce fonds va rassurer les banquiers. Financé par la Banque mondiale et la Commission de l'UEMOA, ce projet est doté d'une enveloppe de 82 milliards de francs CFA, repartis en 2 volets. Un volet crédit d'une part, accordé à la BOAD par la Banque mondiale à hauteur de 71 milliards de francs CFA. Ce prêt sera rétrocédé à la Caisse régionale de refinancement hypothécaire. Il servira à financer les banques et institutions de microfinance afin de prolonger la durée des prêts accordés aux ménages. Et d'autre part, un second volet de 11 milliards de francs CFA sous forme de dons supportés par la Commission de l'UEMOA. Selon les chiffres, nous sommes à peu près dans notre espace à près d'un besoin de 800 000, n'est-ce pas, nouvelles unités nécessaires pour assurer l'équilibre du marché du logement dans notre espace communautaire. C'est donc face à cette situation que l'UEMOA, dès 2004, a adopté un acte additionnel pour définir les axes stratégiques en matière de politique d'aménagement du territoire communautaire. Et en 2019, l'UEMOA a donc adopté un programme indicatif régional urbain. En Côte d'Ivoire, le site Songong-Assemblée de 400 hectares a été choisi pour exécuter le projet, afin d'accélérer le programme présidentiel des logements sociaux. Il s'agira de façon spécifique d'améliorer nos instruments de politique foncière et de logement au niveau institutionnel, financier et réglementaire, afin de promouvoir le développement d'un marché du logement plus efficace qui permettrait un accès plus aisé à un logement décent à toutes les catégories de la population ivoirienne. Dans l'espace communautaire, le prêt immobilier atteint difficilement la barre des 6%. Cet appui conseil aura pour avantage d'accélérer le rythme de production de logements abordables, avec en point de mire une facilitation dans l'accès au financement. Et dans le cadre d'une coopération inter-État, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'engagent pour un fonds dont le montant est de 500 millions de francs CFA pour soutenir les femmes dans leurs initiatives de création d'activités génératrices de revenus. Pour mettre en place ce fonds de coopération pour l'autonomisation de la femme, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a échangé avec son homologue du Burkina Faso. Le point de cette rencontre par Grace Kando. Séance de travail entre le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et son homologue du Burkina Faso. Objectif, la mise en place du Fonds de l'amitié et de la coopération ivoiro-burkinabé pour la promotion de la femme. Le projet s'inscrit dans le cadre du traité d'amitié et de coopération TAC. Afin d'opérationnaliser ce fonds, les parties s'accordent pour le doter d'une allocation budgétaire de 250 millions de francs CFA par an et par État. En 2018, nous avons signé un accord sur le fonds d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé qui permettrait aux femmes qui ont des projets intégrateurs d'être financées pour booster au moins l'économie dans le commerce. Il était bon que je vienne consulter ma sœur pour voir comment nous allons l'opérationnaliser. Nous savons tous que lorsque la femme est économiquement forte, il y a l'harmonie familiale. Ça contribue à cette harmonie familiale, ça contribue à une meilleure scolarisation des enfants, notamment des filles. Et ça réduit le nombre d'enfants dans les rues. Vraiment, nous sommes engagés ensemble pour que ce fonds soit opérationnel. Le Fonds de l'amitié ivoiro-burkinabé pour la promotion de la femme entre dans sa phase active à partir de 2020. Et pour booster le secteur touristique en Côte d'Ivoire, 2500 milliards de francs CFA ont été récoltés à Dubaï pour le développement du tourisme. Au terme des échanges, les autorités ivoiriennes ont initié, on le rappelle, une table ronde des bailleurs pour réaliser le projet Sublime Côte d'Ivoire. C'est une stratégie nationale de développement du tourisme. C'est une rencontre fructueuse dont nous parle Patricia Omoetia. Dubaï, ville touristique. Un exemple pour notre pays, la Côte d'Ivoire, qui y a tenu sa première table ronde sur la stratégie nationale de développement touristique initiée par le ministère ivoirien du Tourisme.
Pour une levée de fonds de 1,5 milliard de dollars d'investissement, la moisson a été bonne. Pour 5 milliards, nous sommes dans la fourchette de la mobilisation pratiquement du financement qu'il faut pour que la stratégie soit rendue viable. C'est en effet un projet qui, sur le long terme, est un très bon investissement parce que la Côte d'Ivoire représente un hub en Afrique et ce genre d'événement va justement permettre à ce genre de projet d'aboutir. Cette rencontre a également mis en avant la nécessité de mettre un accent particulier sur les investissements dans le secteur. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a donc signé plusieurs partenariats avec des entreprises désireuses d'investir en Côte d'Ivoire. Une 50aine de millions d'euros pour un projet d'une centaine de chambres avec un spa, piscine intérieure et extérieure de 1000 m², un restaurant gastronomique, une brasserie. On puisse mettre ça en application le plus rapidement possible. Nous avons des projets de construction des hôtels en Côte d'Ivoire. Et si Dieu le veut, après notre retour, nous allons travailler dans ce sens-là pour réaliser ce projet. Pour le représentant du gouvernement ivoirien, ce sont des échanges approfondis et fructueux sur l'importance du financement du secteur du tourisme. Beaucoup d'entreprises se sont manifestées et beaucoup de compagnies et bailleurs de fonds. Et nous avons les fonds arabes, le fonds saoudien, le fonds koweïtien qui sont intéressés par la Côte d'Ivoire. Dans ces analyses, il y a une réalité, on le sent auprès des investisseurs et des personnes qu'on voit et ça fait vraiment chaud au cœur pour la Côte d'Ivoire et ça augure de très bonnes choses pour les années à venir. La cérémonie de clôture de la table ronde d'investissement touristique de Dubaï s'est déroulée dans une ambiance conviviale avec à la clé plusieurs partenariats d'investissement pour la stratégie nationale de développement touristique. Partons maintenant pour Yamoussoukro, où les travaux de réhabilitation de la voirie annoncés par le président de la République le 18 septembre dernier ont effectivement démarré. Les techniciens, pour une réalisation parfaite, doivent s'employer à reconstituer les réseaux d'assainissement et de canalisation. C'est une opération qui nécessite le déguerpissement des occupants, des emprises, des voies et des ouvrages. C'est le constat que fait Léon Bron. Yamoussoukro, petit marché Moufette. Plus de 6 mois que cette rue à réhabiliter s'est fermée à la circulation. La voiture ne passe pas, c'est à cause du jardin qu'il a là avec de l'eau sale, là, vraiment, c'était totalement. C'est à peu près comme ça, 6 mois, la voiture ne passe pas. Non loin, la rue jouxtant l'ex-centre commercial Moufette ou celle mitoyenne à la mosquée sénégalaise. Pas fermée, mais elle baigne dans un état de dégradation très avancé, causant calvaire et amertume aux usagers et riverains. Vu que les voies sont gâtées, on n'arrive même plus à passer. Quand il pleut, le coin est inondé, on n'arrive pas, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas vendre. Comme ces rues, la quasi-totalité des voies de Yamoussoukro à réhabiliter sont tombées dans le délabrement du fait des eaux. Il y a un gros caniveau tout juste derrière là, le caniveau est bouché. Donc l'eau n'arrive pas à mieux circuler. En bas, le tuyau là, c'est bougé. Ça sort tout ça là en haut. Eau usée et eau de ruissellement dans les rues de Yamoussoukro, elles sont à la recherche de leurs canaux d'évacuation, des ouvrages tout simplement fermés par des ordures de toute nature. Elles proviennent des commerces, domiciles et lieux de culte installés sur les emprises des voies et même sur ces réseaux de drainage. Leur libération en cours rencontre l'assentiment des occupants et riverains. Avant-hier, ils nous venaient dire qu'on n'a qu'à ramasser nos bagages là, donc pour sortir. Là maintenant, ils vont commencer les travaux. Est-ce que vous êtes prêts à ramasser vos affaires? Oui, vraiment, c'était un hangar qui sont là, mais on a démonté le hangar là. On demande aussi à l'État que ce qu'il a commencé, il ne faut pas va s'arrêter, mais il n'a qu'à toujours continuer. Parce qu'on veut vraiment ça. Je suis content que mes enfants arrivent de prendre. Ah papa, la ville est propre maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je dis ah mais l'État a fait quelque chose que la ville est propre maintenant. Sinon on ne pouvait rien. Déguerpissement des emprises des voies et des ouvrages de canalisation, l'opération s'accommode de la délocalisation de commerce et dans certains cas de la perte d'emploi. C'est le prix à payer pour redonner à Yamoussoukro son lustre de capitale. Il s'agit en effet de relocaliser les eaux dans leurs canaux d'évacuation pour ainsi les isoler des routes, condition de la durabilité des travaux de réhabilitation de la voirie, environ 45 km pour plus de 32 milliards de francs CFA à investir en un an à compter du 18 septembre 2019.
Parlons à présent de la Journée africaine des droits de l'homme. Elle est célébrée sur le continent le 21 octobre de chaque année. La célébration officielle en Côte d'Ivoire a été faite ce mardi 22 octobre. L'événement fut consacré à la protection des droits des migrants sur le thème migration et marché de l'emploi pour une approche intégrée des droits de l'homme, suivant ce développement de Théodore Zouzou et de Franck Quadio. Vulgariser la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples auprès des populations d'Afrique et de celles de la Côte d'Ivoire en particulier, c'est la vision du Conseil national des droits de l'homme CNDH, une vision mise en exergue à travers cette célébration. Une activité qui entend accroître les connaissances de toutes les populations sur les garanties de protection de leurs droits fondamentaux. Le Conseil national des droits de l'homme a décidé de mettre le pied sur cette question éminente qu'est la migration, qu'elle soit régulière ou clandestine, à l'effet de faire des propositions idoines au gouvernement, aux populations, à tous ceux qui aspirent migrer. Une commémoration 2019 consacrée aux migrants, meublée par une communication sur le thème « Migration et marché de l'emploi pour une approche intégrée tenant compte des droits de l'homme et des témoignages des migrants ». Tout cela en présence de nombreux diplomates, représentants d'institutions africaines, des ONG, d'autorités traditionnelles, municipales et gouvernementales. Tous adhèrent à l'initiative. La migration favorise le développement. La Côte d'Ivoire vient de ratifier la Convention sur les travailleurs migrants ainsi que leurs familles. C'est que les États africains puissent respecter les droits de l'homme afin d'éviter les départs des Africains dans une migration clandestine. Nous avons eu des témoignages et ces témoignages ont montré que l'État de Côte d'Ivoire est en avance sur ce point, puisque tous les étrangers ont le droit, n'est-ce pas, d'exercer des professions en Côte d'Ivoire. Et il a été donc démontré cet aspect-là. Mais notre pays est un pays à fort taux d'immigration. Et nous avons montré l'effort que la Côte d'Ivoire fait chaque jour pour intégrer ces étrangers. La Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, connaît des avancées notables en la matière. Cette charte a été adoptée à Nairobi au Kenya le 21 octobre 1981. Elle est entrée en vigueur en juin 1986. Et pour l'intérêt des pays africains, la lutte contre le trafic illicite des migrants est une préoccupation majeure des responsables des forces de sécurité de la région, réunis à l'occasion d'une deuxième conférence régionale. Directeurs généraux et hauts commandants des forces de sécurité et des hauts fonctionnaires de justice ont participé à la rencontre dans le but de coopérer pour l'enforcement du dispositif des unités de contrôle et des opérations à Boussanogo. C'est la deuxième conférence de concertation régionale. Elle réunit des directeurs généraux et hauts commandants des forces de sécurité intérieure, magistrats et représentants du ministère de la Justice sur la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des êtres humains en Afrique de l'Ouest et sahélienne. Elle a pour objectif de mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements issus de la déclaration de Niamey. La rencontre bénéficie du soutien de l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Ce que nous voulons, c'est ne plus avoir une relation avec l'Afrique qui repose sur un sentiment ou parfois des réalités d'asymétrie. Et donc, c'est concevoir nos stratégies avec nos partenaires africains, c'est de les porter avec nos partenaires africains et c'est de réinvestir ces stratégies avec eux et pour eux. La rencontre vise la mise en œuvre concrète des recommandations élaborées sur 5 piliers principaux dans la déclaration ministérielle conjointe. La Côte d'Ivoire entend donc jouer sa partition. Ce combat contre les passeurs est difficile, mais il est important. Ces trafiquants se dotent de moyens de plus en plus performants. Ils parviennent à convaincre des clients en leur vendant du rêve et n'hésitent pas à s'enrichir au détriment de la dignité humaine. La conférence d'Abidjan doit aboutir à un plan d'action concret. En plus d'évaluer avec objectivité les actions déjà entreprises, nous devons réfléchir à un renforcement du cadre juridique sous-régional, à une meilleure coopération opérationnelle, au renforcement des capacités de nos forces, à une analyse de l'information criminelle et, par-dessus tout, au renforcement de la coopération sous-régionale contre l'immigration illégale et les passeurs.
le renforcement des cadres législatifs nationaux dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, l'articulation et les missions des différentes forces engagées sont entre autres les sujets qui seront abordés pendant ces 2 jours de réflexion. Et en ce qui concerne des mesures sécuritaires, le commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessi, a au cours d'une conférence fait le point de la lutte contre le racket et la corruption dans les armées. Et selon son bilan trimestriel, 20 dossiers mettent en cause 12 gendarmes et 21 policiers poursuivis pour racket. C'est un bilan mis en lumière par Abou Sanogo. Le commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessi Kwame, fait le point de la lutte contre le racket et la corruption dans les forces armées et la police nationale. Pour ce trimestre, 12 gendarmes et 21 policiers sont impliqués dans les procédures de racket et de corruption. Pendant la traditionnelle conférence de presse trimestrielle, le procureur militaire a donné sa vision de voir les forces de l'ordre ivoiriennes tourner le dos à ce fléau. J'ai un rêve qu'un jour, un étranger qui arrive en Côte d'Ivoire passe du barrage de la police, de la douane et de la gendarmerie et s'y rende tranquillement dans son hôtel et qu'il retourne en disant à ses frères, retournez dans ce pays parce que c'est un pays qui est bon. J'ai un rêve que désormais, personne, à un certain moment, ne prend de l'argent à son ami parce qu'il est payé pour cela. J'ai un rêve qu'un jour, quand le policier ou le gendarme ou le militaire va sortir de son école, le serment qui représente la prestation de serment qu'il a fait lorsqu'il sortait, il va le respecter en disant, même si j'ai 10 francs par mois, c'est parce que la loi me demande de prendre ces 10 francs-là pour vivre et que je ne dois pas le prendre pour quelqu'un d'autre. Désormais, les chefs seront inclus dans les poursuites judiciaires. Il invite donc les victimes de racket à se présenter au tribunal militaire d'Abidjan. N'ayez pas peur. Le policier fait peur quand il est bon. Un policier, il fait peur quand il est honnête, quand il est dans sa tenue et quand il agit honnêtement. Quand on se dit, mais si on les signale, ils vont nous faire du mal, ils ne vont pas vous faire du mal. Il faut leur dire ça. Parce que si vous ne les signalez pas, on ne peut pas les extirper. Le tribunal militaire d'Abidjan entend intensifier sa lutte contre le racket et la corruption. Tant que le dernier racketteur n'aura pas quitté les barrages ou les corridors, le tribunal militaire et l'ULCS seront toujours là pour les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Et nous sommes là pour le faire jusqu'à ce que le dernier racketteur quitte le couloir et quitte les pistes, et quitte les barrages, et que nos parents soient sauvés, et que nos parents aillent dans leur champ sans payer 100 francs pour certains, sans payer 500 francs pour d'autres. Par ailleurs, Ange Kessi Kwame s'est prononcé sur certains sujets, notamment les contrôles routiers et les plaintes dans les commissariats et brigades de gendarmerie. Pour retirer sa plainte, comme pour poser une plainte, on ne prend pas de l'argent. C'est gratuit. Depuis 2011, ce sont 211 dossiers qui ont été traités par le tribunal militaire d'Abidjan. Parlons à présent de l'édition 2019 du SARA. Ce rendez-vous biannuel de l'économie agricole est prévu pour s'ouvrir le 22 novembre 2019. Cette 5e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales a fait l'objet d'un déjeuner de presse pour encourager la collaboration entre les organisateurs du SARA et la presse. Les détails dans cet élément de Noël Niagno. Le SARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, édition 2019. Une opportunité de présentation du potentiel agricole de la Côte d'Ivoire. Le SARA 2019 offre une occasion de mobilisation des ressources financières, des ressources humaines pour soutenir et encadrer nos producteurs afin qu'ils puissent mettre sur le marché des produits compétitifs, rentables, capables d'assurer la durabilité de notre agriculture. Date à retenir pour sa tenue du 22 novembre au 1er décembre 2019, avec une particularité, l'organisation de la Semaine africaine de l'agriculture. Mais avant, les organisateurs, le commissaire général, les ministres en charge des secteurs de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, des eaux et forêts, les représentants de ceux du développement durable et de la promotion de la riziculture ont eu une rencontre avec la presse nationale et internationale dans toute sa diversité éditoriale. Objectif, souligner les acquis des 4 précédentes éditions
Présenter l'édition 2019 dans toutes ses composantes, relever ses innovations, rendre hommage à la presse pour sa contribution significative à la notoriété croissante sur les 4 éditions de ce salon. À la matière, les chiffres font foi. En 2015, c'est 92 organes qui ont couvert l'événement. En 2017, c'est 162 qui ont couvert l'événement. En 2015, c'est 224 journalistes qui étaient présents au Sahara. Et en 2017, 302 journalistes. Quand on éclate, en 2015, les organes nationaux, il y en avait 78. En 2017, les organes nationaux, il y en avait 139. Et les organes internationaux pour 2015, il y en avait 14. Et en 2017, 23. Pour l'édition 2019, il est demandé à la presse nationale et internationale de redoubler d'efforts pour asseoir définitivement le Sahara comme une référence en Afrique au sud du Sahara. 300 000 visiteurs sont attendus. Thème de l'édition, l'agriculture intelligente et innovation technologique. Quelle perspective pour l'agriculture? Pays invité d'honneur, la France. Et c'est sur ce programme très alléchant du Sahara 2019 que prend fin ce journal. Merci de votre attention. Rendez-vous demain pour une autre édition. Bonne soirée à vous.